enfermé par la bourgeoisie, c'est comme ça qu'il s'exprime. 6h36, les derniers éléments dans l'actualité économique du jour. Apple qui a pris 3,7% hier soir à Wall Street après l'entrée au capital de Warren Buffett. Sa société Berkshire Hathaway a investi $1 milliard dans Apple. Et si Warren Buffett investit dans Apple, eh bien c'est sans doute parce que le titre est aujourd'hui devenu une valeur rentable et sûre. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. J'ai retrouvé une citation de Warren Buffett en 2012, donc il y a 4 ans. Il avait investi dans IBM. Et les journalistes, lors d'une conférence de presse, lui ont dit « Mais pourquoi vous investissez aujourd'hui dans IBM et pas dans Google ou dans Apple ?» Et Warren Buffett, à ce moment-là, avait répondu « J'ai moins de chances de me tromper en investissant dans IBM que si j'investissais dans Google et Apple, dont je ne comprends pas vraiment bien le business model. » Au final, c'est un peu trompé alors. Alors, je dirais pas qu'il s'est trompé, mais je dirais que ça veut dire que maintenant, disons, il a, en tout cas lui ou ses gérants, ont une confiance dans la compagnie, peut-être pas comme la compagnie qu'on connaissait sur ces 5 dernières années avec une compagnie d'une croissance effrénée, mais comme une compagnie qui va rapporter beaucoup de cash flow, et ce cash flow on l'achète à des multiples qui sont extrêmement bas. Grégory Volokin, là, on peut pas le dire à New York, mais il a raison, c'est Grégoire Favet qui était avec Grégory Volokin. Il s'est bel et bien gouré en investissant dans IBM plutôt que dans Google, Warren Buffett. Est-ce que ça veut dire qu'il aura un tout petit peu de mal avec justement cette nouvelle économie et qu'Apple, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire aujourd'hui? Point d'interrogation et immense respect évidemment pour Warren Buffett et l'ensemble de ses équipes. 6h38, on termine, Aurélie. Volkswagen est poursuivi en justice par le plus grand et d'agression sexuelle. 15h05 sur BFM Business. Grégoire, on prend à présent la direction des États-Unis. Et oui, pour commenter le chiffre du jour, on va retrouver en duplex Grégory Volokin à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescart Financial Services, le chiffre du jour, je le disais, c'est l'estimation d'inflation pour le mois d'avril aux États-Unis. Sur un mois, on est sur la progression la plus importante depuis 3 ans, plus 0,4%. Qu'est-ce qu'on peut lire à travers ce chiffre, Grégory ? Écoutez, c'est le chiffre global de l'inflation, donc il comporte le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, on a tellement dit que c'était un facteur de désinflation, sauf que maintenant, depuis des semaines, le pétrole et le gasoil ne font que monter, et sur ce mois, par exemple, l'essence à la pompe a monté de 13%. Donc la seule explication, en fait, l'explication principale de ce chiffre un peu fort, c'est le coût de l'énergie. On sait très très bien que la Fed ne regarde pas ça, puisqu'ils appellent ça des phénomènes transitoires. Donc on regarde le core rate. Le core rate sans la nourriture et sans l'énergie, c'est 0,2% de hausse. C'est exactement ce qui était attendu. Qu'est-ce que ça nous donne? Pour le moment, ça nous donne une inflation annuelle de 1,1%, ce qui est encore vraiment assez loin de l'objectif de la Fed. Et la Fed regarde surtout ce qu'on appelle le CPE, Consumer Price Expenditure, qui là aussi est à 1,2%, aussi assez loin des 2% de la Fed. Donc malgré un chiffre fort, c'est pas l'inflation qui remonte le bout de son nez. Bon, et d'ailleurs, on voit que ça provoque un léger renforcement du dollar, mais c'est pas non plus un crack à l'hausse sur le dollar qui se renforce face au yen, légèrement face à l'euro dollar qui est toujours autour de 1,13 cet après-midi. Grégory, on vous retrouvera après l'ouverture de Wall Street, juste aux alentours de 15h45. Il y a pas mal d'actualités à commenter. Puis dans les chiffres du jour à New York, on avait également le rebond des mises en chantier et la progression des permis de construire, toujours pour le mois d'avril. Sophie Tussaud, on vous retrouve suite de ce journal avec vous. Et le pétrole, juste premier quart d'heure de cotation à New York. Et on retrouve Grégory Volokin en duplex depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory, on va revenir, le chiffre d'inflation l'a déjà pas mal commenté avec vous tout à l'heure. Il n'a pas un impact de marché énorme puisque le dollar index est en train de repartir à la baisse. Disons un mot du titre Lending Club, c'est le dossier du moment, l'affaire du moment, et le titre est en train de chuter d'encore 10% aujourd'hui, Grégory. Oui, et ils font la première page du Wall Street Journal une fois de plus, et pour des mauvaises raisons. Donc là, on a appris qu'il y avait une enquête criminelle du département de la justice américain sur leurs activités. Et puis aussi, on apprend qu'en fait, actuellement, Lending Club ne trouve plus de source de financement. Qu'est-ce que ça laisse à penser? Ça laisse à penser que les jours de la compagnie, malheureusement, sont comptés si les choses continuent de cette façon-là. Il y a des tas de procès contre eux, et même on parle que lors de l'introduction en bourse, leur
catalogue, leur prospectus contenait des données qui étaient mensongères ou qui étaient fausses. Donc vraiment là, tout leur tombe sur la tête en même temps. Et c'est terrible et ça montre bien, alors c'était le discours que tenait Renaud Laplanche, mais que tiennent tous les acteurs de ce nouveau secteur des fintech et du crowd lending, du peer-to-peer lending. La confiance est clé. On dit souvent, oui, la confiance c'est clé pour l'économie, mais peut-être encore plus que pour d'autres acteurs dans ce secteur naissant des fintech. Je veux dire, la confiance, on pouvait pas, impossible de la perdre. Sinon, on le voit, tout s'effondre comme un château de cartes, là. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, pourquoi? C'est parce que c'est comme une banque, en fait. Si on perd confiance dans une banque, on retire son argent de la banque. On ne va pas laisser l'argent disparaître de la banque. Donc les fintechs qui ont besoin de financement externe, évidemment, si les banques ou si les autres institutions financières perdent leur confiance, le robinet est coupé et c'est ce qui est en train de se passer pour Lending Club. Ça risque aussi de se passer pour les autres compagnies qui sont dans le même secteur, puisque là, on a l'impression que c'est le modèle de business, en fait, qui est totalement remis en question. Est-ce qu'on peut, alors on verra ce que donne l'enquête et s'il y a eu des erreurs volontaires ou non, effectivement, on n'en est qu'au début, mais on imagine au regard de la composition du board de Lending Club, et ça aussi il faut le rappeler, John Malone, il y a Larry Summers aussi, John Malone c'est l'ex Morgan Stanley, des grands noms de Wall Street, on imagine que dès qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et que la confiance pour le coup était rompue avec Renaud Laplanche, le fondateur CEO, ils lui ont rien pardonné, on imagine, parce que c'est quand même un fondateur, c'est pas juste un manager comme ça de passage. Virer le fondateur d'une boîte comme ça, c'est une décision forte. C'est une décision forte, mais qui est peut-être totalement hypocrite. C'est peut-être qu'ils avaient vraiment besoin d'un bouc émissaire, d'un mouton noir, parce qu'en fait, on a aussi appris que, par exemple, c'est John Mack, l'ancien de Morgan Stanley, avait commis en fait la même faute que Renaud Laplanche, puisqu'il avait investi dans une compagnie qui avait été financée par Lending Club et sans le révéler au board. Donc là, peut-être qu'on fait tout porter sur les épaules de Renaud Laplanche, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui, s'il y a eu des malversations, les ont commises en même temps. Bon, voilà pour ce dossier Lending Club là qui se crache encore de 10% cet après-midi, quasiment une penny stock, non, ça vaut encore $3,50 pour le titre Lending Club. Le dollar, je le disais, le dollar index finalement qui se met à reculer, Grégory, 1h30 après la publication du chiffre d'inflation qui est un peu plus fort que prévu. Bon, ça n'impressionne pas le marché, là. Non, c'est ce que je disais un peu en décortiquant les chiffres. Cette hausse de 0,4% sur le mois est vraiment due au prix de l'essence qui a rebondi. Si on enlève le prix de l'essence et le prix de la nourriture, on arrive à 0,2%, ce qui est le chiffre qu'on voit à peu près tous les mois maintenant depuis des années et des années. Ça fait une progression annuelle de 1,1% au niveau de ce qu'on appelle le top line. Donc, c'est pas un chiffre qui montre des pressions inflationnistes. C'est pour ça que la réaction du dollar avec son petit rallye au début a été très très vite renversée. Bon, et puis alors toujours intéressant de s'intéresser au nouveau programme des firmes de la Silicon Valley, Amazon et Google en l'occurrence. Alors concernant Amazon, alors c'est déjà un service qui existe je crois pour plusieurs restaurants à New York. Donc Amazon vous livre les repas de ces restaurants à domicile. En quoi? En 1 heure? C'est ça la promesse, Grégory? Il vous livre en 1 heure. Il y a 350 restaurants déjà qui participent à ça à New York. Et en plus, la livraison est gratuite si vous êtes un membre de Amazon Prime, vous savez, l'abonnement annuel qui vous donne aussi droit à la vidéo, qui vous donne aussi droit à la livraison gratuite, non seulement de la nourriture, mais de tout ce que vous achetez. Donc c'est, disons, une nouvelle façon pour Amazon de rentrer dans la vie quotidienne, je dirais, de ses clients. Et à New York, où les gens, en général, ne font pas vraiment d'efforts pour se faire à manger eux-mêmes, ça va avoir sûrement beaucoup de succès. Bon, voilà. Et donc c'est étendu, service, donc Manhattan, New York, effectivement, et c'est étendu aussi à la ville de Dallas. Absolument. Donc ça veut dire quoi? Ils testent dans 2 grandes métropoles et ça devrait s'étendre assez rapidement à d'autres villes parce qu'il y a beaucoup de services qui sont assez semblables. Il y en a un qui s'appelle Grubhub. Par exemple, qui fait ça, mais évidemment, vous connaissez pas le nom Grubhub. Non. Si on s'appelle Grubhub, on peut faire concurrence à Amazon. C'est extrêmement difficile. Ouais. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure en France encore, parce que beaucoup de gens utilisent Amazon, évidemment, on n'a pas pris la mesure encore en France de ce que représentait Amazon aujourd'hui dans la vie quotidienne des Américains, Grégory. Écoutez, Amazon, ça devient la plateforme de distribution
et d'achat pour à peu près tout. Par exemple, actuellement, on en parlait la semaine dernière avec les résultats des grands magasins, 7% des vêtements achetés aux États-Unis sont achetés sur Amazon et on prévoit que d'ici 2 ans, ça sera 20%. Donc, vous vous souvenez quand même, Amazon avait commencé à vendre des livres. Maintenant, Amazon, on peut absolument tout acheter, de la télévision aux vêtements, la nourriture, le vin. En fait, Amazon prend une place très importante dans la vie quotidienne, sans parler de l'autre activité qui est l'activité cloud de Amazon, AWS, qui est en train d'exploser et de rapporter énormément d'argent à la compagnie. Bon, et puis tiens, un mot aussi quand même des retailers. Là, justement, vous rappeliez ce secteur de la distribution spécialisée ou généraliste là, qui a explosé en vol à l'occasion de la publication des résultats. Pas tous. Enfin, Home Depot, bon, le titre baisse aujourd'hui, mais je crois qu'il était proche de ses records. Home Depot, les résultats sont très bons, semble-t-il, Grégory. Je dirais qu'ils sont même plus que bons, parce que si on regarde par exemple la croissance des ventes, vous avez une croissance des ventes sur le trimestre de 7%, une croissance annuelle des profits de 16%. Enfin, c'est des chiffres que tout le monde aimerait vraiment avoir. Ils disent qu'ils ont un vent très favorable et que en fait les gens dépensent de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le prix du ticket. Il est en hausse. Il est passé de $55 à $60. Donc ça, c'est le prix moyen de ce que les gens dépensent en une visite à Home Depot. Et pourquoi Home Depot et pas les autres? C'est le lien avec le secteur immobilier, là? Oui, absolument. Home Depot, c'est le lien avec le secteur immobilier qui est de plus en plus considéré par les Américains de nouveau comme un investissement. Donc, quand vous allez acheter quelque chose à Home Depot pour transformer votre salle de bain ou transformer votre cuisine, vous investissez dans votre maison. C'est pas de l'argent vraiment dépensé, c'est plus de l'argent investi, et c'est peut-être aussi une des explications pour ce succès de Home Depot. Bon, et puis il y a, alors là c'est un discounter qu'on connaît peut-être moins, qui s'appelle TJ Maxx, et lui aussi qui sort des résultats très forts, Grégory, hein, pour clore là, la publication de ce secteur de la distribution. Oui, alors TJ Maxx, il faut surtout savoir ce qu'ils font. Ils vendent en fait les grandes marques de tout ce qui n'a pas été vendu dans les grands magasins, parce qu'ils ont des prix discount extrêmement bas. Donc quand on voit que Macy's, Nordstrom, Kohl ont eu des ventes très faibles ou très en baisse, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se séparer de leur inventaire à des prix très bas. Ces inventaires se retrouvent chez TJ Maxx et vous allez acheter, je ne sais pas, une chemise ou des vêtements avec 70-80% de discount par rapport à ce que vous auriez acheté dans un grand magasin. Et ça fonctionne, ça correspond en tout cas au mode de consommation et aux attentes aujourd'hui du consommateur américain. Alors je le disais, on était sur les programmes innovants, là on est passé de Amazon à la distribution physique, mais revenons au programme innovant. Là c'est Google qui lance un programme de covoiturage qui utilise son application Waze. Oui, ils avaient acheté Waze, vous vous souvenez de cette compagnie israélienne de GPS en gros, et le covoiturage avec Waze, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que sur votre application Waze, vous pouvez trouver quelqu'un qui va aller où vous voulez, vous allez monter dans sa voiture et vous allez le payer. Alors c'est 54 cents le kilomètre, et pour le moment Google ne charge même pas d'argent pour cette transaction. Donc en fait vous payez directement le conducteur pour vous transporter. Ça doit peut-être un peu inquiéter les Uber et les taxis. Ça rend, disons, de plus en plus compétitif ce secteur des transports qui est en train de se transformer d'une façon alors vraiment très importante et très rapidement. Oui, ou les opérateurs d'autopartage, comme on dit, type Blablacar, hein, qu'on connaît bien en France et qui a des ambitions mondiales. Il va peut-être falloir qu'il se frotte à Google désormais. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services à New York. Bientôt 16h, on marque une pause. Le journal de l'économie à suivre dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Ce soir sur BFM Business.